Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. En Afrique de l'Ouest s'observe depuis quelques années une succession de coups d'État face à la situation. Des citoyens de Cotonou livrent leurs opinions. À suivre également sur cette actualité les réactions de Wilfrid Léon-Gribedi, porte-parole du gouvernement, et de l'ancien bâtonnier Jacques Migan. Les députés et cadres parlementaires sont désormais outillés sur la mise en œuvre du budget sensible au genre et son contrôle, ce à l'issue d'un atelier tenu à Grand Popo. Plus de précisions dans cette édition. Les conseillers Armand Roussou et Ali Kamarou viennent d'être élus à de nouveaux postes de responsabilité à la RAC. Nous y reviendrons. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho, ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa, au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi, au plus 229 52 88 44 44 Parakou, au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Ces dernières années sont marquées par des coups d'État répétés en Afrique de l'Ouest, du Burkina en passant par le Mali, la Guinée et même le Niger. Les coups d'État se multiplient, faisant des dégâts. Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou ont opiné sur cet accroissement des coups d'État au micro de Anaël Dohou, Colomba, Oussou. Constitution régulièrement établie par toutes les forces vives. Je pense que si quelque chose ne va pas au cours d'un mandat, la meilleure des choses, c'est l'assise nationale qu'il faut solliciter à tout prix et la voir discuter autour d'une table ronde et prendre les grandes décisions que d'aller au coup d'État. C'est comme si nous sommes en train de repartir à une nouvelle république, à une nouvelle réorganisation du système démocratique, alors que nous sommes faits pour avancer et non pour régresser. C'est une question de sécurité et que c'est une question d'unité. Il faut que toute l'Afrique, il faut que nos dirigeants africains s'unissent davantage et avec la combinaison des forces de sécurité dans tout l'espace de l'Union de la sous-région. Je crois bien qu'on pourra faire évacuer ou bien on pourra faire avancer, on pourra faire disparaître plutôt les coups d'État au niveau de nos pays. Ce n'est pas un souhait, ce n'est pas bien, parce que d'abord, quand on parle d'un président élu de façon démocratique, mais renverser un président ou un gouvernement par des coups d'État, je crois que ça n'aide pas nos pays. Et c'est un recul sur le plan démocratique. Nous allons demander à nos responsables, sinon nos dirigeants, de revoir un peu, c'est-à-dire la façon dont les choses se passent là. Ça n'arrange pas les pays et ça ne nous arrange pas aussi. Donc ils n'ont qu'à revoir surtout comment on appelle des CEDEAO. Là, ils n'ont qu'à revoir les choses pour qu'on dise, si on dit que tel président doit faire tel, il faut qu'il respecte. Là, je pense que les choses iront très bon même. Nous allons toujours souhaiter la paix en Afrique pour que les élections se fassent dans de bonnes conditions et que les présidents, une fois élus, n'auront plus ces problèmes avec leur propre garde-corps ou bien leur propre
population. Quand tu es élu par la population, je sais que la population prend toujours défense de leur président et qu'il n'aura plus ce genre de choses. Il faut que les élections se fassent dans de bonnes conditions et que nous allons épailler cette chose-là des pays africains. Reçu en direct ce jeudi 16 août sur un plateau spécial de la télévision nationale ORTB, le secrétaire général adjoint porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwedji, s'est prononcé sur l'engagement du Bénin pour le règlement de la crise au Niger. Suivons-le pour plus de précisions. Et il faut le dire tout de suite, il ne s'agit pas de décision contre le peuple nigérien. Et comme certains ont pu dire, oui, la CEDEAO va en guerre, le Bénin va en guerre contre le Niger, je vous dis tout de suite, que nenni, le Bénin n'est pas en guerre contre le Niger, il ne s'agit pas et il ne s'agira jamais d'une guerre du Bénin contre le peuple frère du Niger. Le peuple frère du Bénin n'a rien contre le peuple frère du Niger. Le peuple nigérien et le peuple nigérian sont des peuples frères. Donc le Nigeria ne déclare pas la guerre au Niger. Il s'agit d'une action envisagée par la CEDEAO, je dirais en désespoir de cause, pour demander aux militaires en question de quitter la scène et de restaurer l'ordre démocratique. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc ceux qui ont pu dire, oui, ils vont affronter les populations, je vous rassure que dans la logique de la CEDEAO, il ne s'agit nullement d'une guerre contre les populations. Sur le coup d'État au Niger, l'acteur politique et ancien bâtonnier Jacques Migan condamne les faits et évoque les implications politiques et économiques. Suivez ses propos au micro de Abdelkader Achirou et Anaël Dou. Quand j'ai appris le coup d'État survenu au Niger le 26 juillet dernier, j'étais très mal surpris. Très mal surpris, je le dis parce que en tant que juriste, je ne peux point accepter les coups d'État. Et je ne connais pas non plus de juriste. Je ne connais pas d'économiste. Je ne connais pas de patriote qui accepterait, cautionnerait, soutiendrait un coup d'État. Non. Les coups d'État, il faut l'avoir vécu pour savoir ce que c'est. Ceux de ma génération, j'entends par là, qui ont connu les coups d'État au Bénin dans les années 1960, plus précisément, je crois que ça a commencé en 1963, jusqu'en 1972, vous diront que les coups d'État sont mauvais. C'est un désastre. C'est un désastre, un coup d'État. Ça crée l'instabilité dans le pays. Et quand on parle d'instabilité, ça freine le développement. Un coup d'État, c'est un désastre, c'est un cancer, je dirais. Et très souvent, les gens ont tendance à croire, quand j'entends dire « le peuple a soutenu ». Non, le peuple ne soutient pas un coup d'État. Le peuple ne peut pas soutenir un désastre. Le frein à un développement, pourquoi voudrez-vous que pour son bien-être, il applaudisse, que les gens applaudissent? Non, on n'applaudit pas le cancer, le désastre. C'est parce qu'ils ne sont pas bien renseignés sur ce que c'est que le coup d'État. Comme je le dis souvent, c'est un fléau. Un fléau dans la mesure où ça fait reculer le développement. Quel que soit le pays africain, pays européen, c'est fort de ça que nous disons que là où il y a le droit, il faut laisser le droit exercer sa plénitude. On ne peut pas utiliser la force pour faire sortir le droit de là où il est. Quand j'entends dire souvent, monsieur le journaliste, que des militaires ont fait un coup d'État, je considère cela comme une lâcheté, une traîtrise. Heureusement qu'ils ne sont pas légion, ceux qui vont dans le sens du coup d'État. C'est fort de ça que nous devons distinguer la réaction lorsqu'il y a des coups d'État
et le comportement de nos compatriotes. Le coup d'État qui s'est produit, qui s'est réalisé, je dirais, au Niger, c'est une affaire entre deux individus, un président de la République et l'homme en charge de sa sécurité. Et c'est là où je dis, mais comme la CEDEAO a réagi, écoutons encore ce qui a été dit par notre ministre en charge des Affaires étrangères. C'est une question de prise d'otage, de kidnapping. Ce n'était pas un coup d'État. Ça n'a pas été un coup d'État. On ne peut pas, parce qu'on a les armes, dire qu'on va prendre en otage quelqu'un, ce qui plus est un chef d'État. Ce n'est pas normal. Et cela pose le problème suivant, monsieur le journaliste. Pensez-vous, aujourd'hui, que les chefs d'État feront confiance aux militaires de leur pays pour assurer leur sécurité? Lorsque ceux-là même, comme ça a été le cas en Guinée, le cas au Niger, qui retournent les armes contre vous, chefs d'État qui les avez choisis. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas de figure? Cette méfiance amène certains chefs d'État, pour leur sécurité, à faire appel à l'extérieur. Nous entendons dire que certains font appel aux Israéliens. Nous entendons dire que certains chefs d'État font appel à ceux qui maîtrisent la sécurité, tels que les Rwandais et consorts. Moi, je pense que nous devons à ce niveau revoir le comportement ou les comportements que doivent avoir ceux qui sont appelés à assurer la sécurité d'un chef d'État. On ne peut pas vous confier une sécurité pour que vous vous retourniez contre le droit, la légalité. Ce qui s'est passé au Niger, c'est dangereux. L'ancien bâtonnier Jacques Migan a apprécié la position du Bénin dans la crise au Niger. Suivez ses propos toujours au micro de Abdelkader Achirou et Anaël Dou. Si c'est à refaire, je loue et je louerai encore la posture du président Patrice Talon. Il vous souviendra, lorsque le coup s'est produit, nous avions tous appris que le président Patrice Talon devrait se rendre au Niger. Mais dans quel cadre? Pour négocier, pour dialoguer. Il ne partait pas avec les armes. Non. Il s'est offert, le président Patrice Talon, d'aller négocier pour que l'on puisse rétablir l'ordre constitutionnel, pour que l'on puisse rétablir les choses. Je crois que c'est noble. C'est à saluer, c'est là qu'il faudrait que les Béninois soient fiers de notre président de la République, qui n'a pas été un va-t-en-guerre. Il a été le président ayant choisi la voie du dialogue, la voie de la négociation. Et je disais en ce moment que si le président Patrice Talon était parti, tel que je le connais, il aurait pu régler ce problème. C'est un honneur pour notre pays. Il n'a jamais été question de guerre, d'armes, mais de la diplomatie. Il a été question du dialogue. La preuve, lorsqu'il y a eu la réunion de la CEDEAO en Guinée-Bissau, celui qu'on a désigné pour rencontrer les chefs d'État guinéens, maliens et burkinabés, c'est le président Patrice Talon. Il n'était pas parti, il ne partait pas avec les armes, mais avec le dialogue, avec le sens du dialogue, avec la diplomatie, comme il a commencé par le faire avec le président burkinabé. Et je crois encore que le président Patrice Talon, lorsque les gens parlent d'envoi de militaires, non. Vous observerez que tout en prônant l'implication militaire, on parle également de l'implication, c'est-à-dire de la diplomatie, du dialogue, du règlement pour remettre la situation sur le bon chemin constitutionnel, rétablir l'ordre constitutionnel si vous préférez. Et c'est en cela que nous disons que nous ne devons pas nous polariser sur action militaire. Si action militaire devait y avoir lieu, elle aurait eu lieu depuis longtemps. Nous demeurons encore sur le terrain du dialogue, prôné par le Bénin
Et je crois que c'est mon pays qui a créé les conditions en demandant, lorsque la première décision a été prise d'envoyer le président Patrice Talon, c'est mon pays qui a été sur le chemin du dialogue, de la diplomatie. Et en cela, nous devons être fiers de notre pays. Maintenant, vous savez, quand il y a des situations telles que nous l'avions connues et que nous connaissons au Niger, vous constaterez que chacun défend ses intérêts. Et c'est là où je remercie le président Talon qui connaît les relations que nous avons avec notre pays frère, le Niger. Le président Patrice Talon, il n'aurait pas eu à se lever en demandant qu'il y ait un rétablissement de l'ordre constitutionnel. C'est les Béninois eux-mêmes qui allaient le critiquer. Pourquoi il n'a pas pris il n'a pas commencé cette démarche? Parce que nous savons ce que nous avons avec le Niger, monsieur le journaliste. Le pipeline, c'est avec le Niger. Le port, c'est avec le Niger, qui est notre gros client. Donc c'est là où nous disons avec force que le président Patrice Talon, il défend les intérêts du Bénin. Avant tout, il n'aurait pas eu cette attitude, ce comportement, cette démarche. C'est les Béninois qui allaient le critiquer. C'est les Béninois qui allaient dire, mais va-t-il laisser le Niger dans cet état de kidnapping, de prise d'otage? Et c'est en cela que, personnellement, je dis, tout en privilégiant le dialogue comme il a voulu commencer, permettons toujours au président Patrice Talon d'aller sur ce terrain du dialogue, comme il a été le cas où la CEDEAO l'a choisi pour être le médiateur en Guinée, médiateur au Burkina, médiateur au Mali et médiateur aujourd'hui. Je crois qu'il pourra faire le job, le président Patrice Talon, si on lui confie la mission du Niger. À la faveur d'un atelier qui a eu à Grand-Popo, députés et cadres parlementaires ont été informés sur la mise en œuvre du budget sensible genre et son contrôle. L'honorable Benouchi a, au nom du président de l'Assemblée nationale, Louis Lavonou, ouvert les travaux organisés par l'unité d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget de l'État UNASEB avec l'appui technique de la GIZ. À travers le projet Réforme, cet atelier vise de façon générale à renforcer les capacités techniques des députés et des cadres de l'administration parlementaire sur la mise en œuvre du budget sensible aux gens et son contrôle par les députés. Et il faut préciser que Simplice Kenom, directeur de l'UNASEB, à l'occasion de cet atelier, a fait savoir que cela permettra de façon spécifique de mieux aguerrir les participants sur le processus d'élaboration du budget sensible aux genres, ses repères et outils d'analyse. Pour la représentante de la GIZ, l'importance de cet atelier n'est plus à démontrer lorsqu'on sait que c'est grâce à ces genres de rendez-vous et de réformes courageuses engagées par le pouvoir que la mise en œuvre de la budgétisation sensible aux gens a connu des avancées majeures ces dernières années. À la fin de cet atelier, les participants pourront, entre autres, définir le cadre conceptuel et l'importance de la budgétisation sensible aux gens, maîtriser la connaissance du processus d'élaboration d'un budget sensible au genre, de même que ses repères d'analyse, maîtriser les outils d'analyse genre des politiques public. Autre actualité dans cette édition, les conseillers de la HAC ont comblé les vides occasionnés par le départ de certains conseillers ce mercredi 16 août. C'était à l'occasion d'une plénière au siège de l'institution en charge de la régulation des médias au Bénin. Armand Roussou est désormais au poste de vice-président de la HAC. Il a été porté par ses collègues conseillers au terme d'un vote hier. Il succède ici à Cécile Aoumenou, élue députée à l'Assemblée nationale. Les conseillers de la HAC ont également procédé à l'élection d'un deuxième rapporteur en la personne de Ali Kamarou. Ce dernier remplace Billy Kissou Ali Machifa, rappelé à Dieu il y a quelques mois. Le seul poste vacant est celui du technicien pour lequel il faudra procéder à un vote au niveau des techniciens dans les médias.
L'Église catholique organise son pèlerinage marial du 18 au 21 août prochain. Les fidèles vont se retrouver en communion avec le Seigneur à la grotte de Dassazoumé. Avec Marie, allons à la rencontre du Christ. C'est autour de ce thème que se tient ce rendez-vous. Dans un entretien accordé à notre rédaction, le prêtre Anissé Nyanvi, directeur de la cellule de communication de la conférence épiscopale du Bénin, expose la portée spirituelle de cet événement. Il est au micro de Francis Farami Nassirine Fatoumbi. Le pèlerinage tire son étymologie du latin peregrinatio, qui signifie en réalité un voyage. C'est un voyage de son lieu ordinaire vers un autre endroit. Et la spécificité de ce voyage, c'est justement pour aller à la rencontre du Seigneur dans le contexte du pèlerinage. Donc c'est un voyage intérieur que nous faisons et en même temps un voyage extérieur, c'est-à-dire nous quittons nos différentes maisons, nous quittons nos différents villages, nos villes, nos paroisses pour nous rendre à un lieu où le Seigneur nous attend pour nous combler de sa grâce. Donc le pèlerinage, c'est en un mot le mouvement, la marche vers Dieu, la marche vers le Seigneur qui nous attend pour nous accueillir, nous combler de sa grâce et de sa miséricorde. Et c'est un temps privilégié, un temps de prière, un temps de recueillement, un temps de pénitence également. Et les différentes activités qui se déroulent lors d'un pèlerinage le prouvent aussi bien. Nous avons la messe, nous avons le rosaire, la procession avec la Vierge Marie, nous avons la confession, nous avons le chemin de croix, toutes les activités spirituelles justement qui nous permettent cette proximité avec Dieu. Et ça se passera cette fois-ci encore à Dassa, au pied de la Vierge Marie, elle qui intercède, qui a toujours su intercéder pour nous auprès de son Fils. Donc c'est elle qui nous attend pour nous accueillir et nous obtenir d'abondantes grâces encore cette année. Le 15 août dernier, nous avons célébré, comme chaque année d'ailleurs, la fête de l'Assomption. Et l'Église catholique au Bénin a bien voulu que le pèlerinage national marial se passe juste le week-end qui suit cette célébration de l'Assomption. Donc, on aurait pu choisir une autre date. Ce n'est pas dire que c'est nécessairement maintenant qu'on devrait aller à ce pèlerinage. Mais l'Église au Bénin, l'Église catholique au Bénin, a choisi le week-end qui suit la fête de l'Assomption chaque année. Et donc, c'est l'occasion pour tous les chrétiens catholiques du Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de se retrouver ensemble pour louer le Seigneur, pour adorer Dieu et pour honorer la très sainte Vierge Marie, notre Mère. Toujours au micro de Francis Farami et Nassirine Fatoumbi, le père Anissé Nyanvi expose la particularité de l'édition 2023 du pèlerinage marial annuel. Le pèlerinage est un rendez-vous pour tous. Donc, tous les hommes et femmes de bonne volonté sont attendus à ce grand rendez-vous. C'est donc tout le monde qui est attendu, tous ceux qui le veulent, tous ceux qui peuvent faire ce déplacement pour honorer la très sainte Vierge Marie et pour adorer Dieu sont attendus à Dassa ces jours-ci et pour vivre ces moments de grâce intense. Cette année, nous sommes en train de vivre la 69e édition du pèlerinage national. Et donc, c'est déjà une préparation à la 70e édition. Donc, c'est le 70e anniversaire du pèlerinage national au Bénin qui se prépare déjà. Et nous allons pouvoir vivre ces moments de grâce l'année prochaine et c'est déjà dès maintenant que ça se prépare. Donc nous implorons la grâce du Seigneur d'ores et déjà. Nous implorons l'intercession de Maman Marie pour que tout se prépare bien et que nous puissions vivre ces moments de joie et de bonheur comme cela se doit avec la grâce du Seigneur par Marie. Les actualités au Togo, au Sénégal, en France, en Espagne et aux États-Unis constituent la page internationale de ce 17 août 2023. Compilation signée Colombo Oussou.
Au Togo, Kwacha Yassingbe, le demi-frère du président de la République, Faure Yassingbe, est de retour à Lomé. L'ancien ministre de la Défense est incarcéré depuis 14 ans pour atteinte à la sûreté de l'État. En 2009, il avait été accusé d'avoir comploté contre Faure Yassingbe et avait été évacué à Libreville au Gabon en mars dernier pour raisons sanitaires. Il a été hospitalisé de nouveau au pavillon militaire du centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio de Lomé pour des raisons de consolidation, a expliqué son médecin qui se dit confiant sur une libération prochaine de son patient. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a été admis en réanimation dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 août 2023, selon ses avocats et les autorités pénitentiaires. En grève de la faim depuis son incarcération le 31 juillet, il était déjà hospitalisé à Dakar depuis le 6 août et se trouvait dans un état de santé alarmant selon ses proches. L'opposant, déjà condamné à 2 reprises, est visé par 7 chefs d'accusation dont appel à l'insurrection. D'autres détenus sympathisants d'Ousmane Sonko sont également en grève de la faim par consolidation. Air France a prolongé jusqu'au 31 août inclus la suspension de ses vols vers le Mali et le Burkina Faso, les vols à destination du Niger restant eux stoppés jusqu'à nouvel ordre. Cette décision fait suite à la fermeture de l'espace aérien nigérien qui oblige les compagnies aériennes à effectuer de larges détours pour rejoindre l'Europe, entraînant ainsi des temps de vol rallongés. La compagnie française, principal transporteur aérien entre l'Europe et l'Afrique, avait suspendu le 7 août ses vols à destination de Bamako, 7 vols par semaine, Ouagadougou, 5 vols par semaine et Niamey, 4 vols par semaine après la fermeture de l'espace aérien du Niger voisin, théâtre d'un coup d'État le 26 juillet. En Espagne, Francina Armengol, candidate du Parti socialiste, a été élue jeudi présidente du Congrès des députés avec 178 voix, soit 2 de plus que la majorité absolue. Ce vote pour la présidence du Congrès des députés était très attendu, non pas parce qu'il s'agit du 3e personnage de l'État, mais parce que son résultat donne une indication claire sur la possibilité pour Pedro Sánchez d'être reconduit dans ses fonctions de Premier ministre lors d'un vote d'investiture qui pourrait avoir lieu fin août ou début septembre. Il s'agissait donc de la première manche d'une bataille dont l'issue dépendra de la décision de Carl Pindemont. Les États-Unis ont donné leur accord à la vente du système israélien de défense antimissile Iron Free à l'Allemagne, le plus gros contrat de défense jamais signé par Israël. L'annonce a été faite hier jeudi 17 août par le ministère israélien de la Défense dans un communiqué. Le ministère israélien de la Défense, le ministère fédéral allemand de la Défense et Israel Aerospace Industries signeront l'accord de défense historique de 3,5 milliards de dollars, marquant le plus gros accord de défense jamais signé par Israël, affirme ce communiqué. Le système Iron est développé et fabriqué par Israel Aerospace Industries en collaboration avec le constructeur d'avions américain Boeing. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.